Bonne matinée. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui démarre lundi 15 décembre avec vous sur Sud Radio et avec Alexis Bachelet. Bonjour Alexis, maire adjoint à Colombes. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu, mais je suppose que vous avez suivi l'actualité de façon assidue. Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Votre dernier livre, Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants chez Guy Trédaniel. Je ne sais pas quel effet ça peut faire à Noël si on offre ça. Ça dépend à qui vous le ferez. Écoutez, il est pas mal offert, ce qui me fait très plaisir évidemment, pas mal offert en cadeau. Et je ne sais pas si effectivement il faut prendre ça un peu comme vraiment un vrai cadeau ou un cadeau un peu empoisonné. Voilà, je me poserai des questions si vous me le feriez. Vous l'avez déjà offert. Nous attendons Alex Zarmon, journaliste politique, et nous attendons également Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, qui sera avec nous évidemment. Nous vous attendons, auditeurs de Sud Radio, agriculteurs en particulier. Vous êtes très nombreux à nous appeler tout au long de la journée. Sud Radio est en pointe sur l'information, puisque la région sud-ouest évidemment est extrêmement touchée par cette dermatose, et Christine Bouillot est avec vous sur le terrain régulièrement et vous êtes nombreux à nous appeler. La colère n'a pas l'air de faiblir. La ministre pourtant est prête à des discussions. Qu'attendez-vous? Alors vendredi on nous disait que la vaccination n'était pas possible. Ce matin visiblement elle l'est. En tout cas de nombreux blocages persistent. Appelez-nous pour nous donner votre état d'esprit. Évidemment on va parler de l'attentat antisémite en Australie. Les Juifs ne sont plus en sécurité nulle part dans le monde. En tout cas, cet attentat pose un certain nombre de questions. Et puis, les Français ne travaillent pas assez. C'est un sondage, une enquête qui nous l'apprend. 3 semaines de moins qu'en Allemagne. Ça vous fait sourire, Alexis? Toujours. Vous trouvez qu'on travaille assez? Le travail, c'est la santé, mais il faut savoir la conserver aussi. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Moi, je voulais faire je voulais faire un oyé oyé à la population. Vous savez, on disait manger des pommes, manger des choux-fleurs. C'est bon, chou-fleur. Vous en mangez? Oui. Ouais, vous, Pascal? Oui. Et du brocoli, c'est encore meilleur. Brocoli, oui, moi je préfère le brocoli au chou-fleur. Mais il y a une surproduction de choux-fleurs. 5 groupes de la grande distribution, Auchan, Casino, Carrefour, Coopérative U, Intermarché. Le dire avant, j'en aurais acheté dimanche. Et ben voilà. Moi, je l'ai retweeté sur mes réseaux sociaux. Appelle les consommateurs à acheter des choux-fleurs français pour soutenir la filière qui traverse une crise grave. C'est-à-dire qu'avec la température, il y a eu une surproduction de choux-fleurs. Les Français n'achètent pas assez de choux-fleurs. C'est bon cru, cuit, avec de la béchamel. Donc, potage. En potage, en gratin. On a des spécialistes, là, je vois. Ah oui. Quand je vous dis j'en mange, on en mange. Hein. On fait pas ça que vous faire plaisir, Valérie. En taboulé, c'est très bon, râpé. Donc, acheter des choux-fleurs. Je ne sais pas si mon appel sera entendu, je l'espère. Mais il y a une surproduction, et si vous voulez aider nos agriculteurs, puisque les Français les soutiennent massivement, achetez des choux-fleurs. Voilà, c'était mon appel du jour. Parlons des agriculteurs avec cette colère qui ne faiblit pas. Je vois sur les différentes chaînes d'infos en continu la colère avec de nombreux blocages contre l'abattage de nos cheptels. Et on a Christian en ligne qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour, vous êtes agriculteur? Et moi, maintenant, je suis à la retraite, mais j'ai mon fils qui a repris, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Pourquoi vous dites malheureusement? Parce que j'ai peur de le laisser dans une galère terrible, quoi. Là, cette année, lui, il est céréalier. Cette année, la vente de toutes les récoltes paye la coopérative. Ouais. C'est tout. Vous êtes dans quel secteur? Céréalier? Oui, céréalier, sud de la Haute-Garonne. D'accord. Donc voilà, quand j'étais jeune, on était le premier, l'agriculture était l'exportateur qui rapportait le plus d'argent à la France. Ouais. Et maintenant, on est déficitaire. Il va falloir que les lumières s'allument chez nos hommes politiques. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les contraintes, les façons de travailler, puis les augmentations. Nos ventes n'ont pas augmenté.
Donc jachère, on produit moins parce qu'on n'arrive plus à produire. On est obligé de... c'est dramatique. Et là, maintenant, il y a les politiques qui se sont aperçus qu'on était déficitaire et pour la souveraineté alimentaire. Et, il va falloir que les lumières s'allument là-haut. Oui, parce qu'il y a effectivement... On a toujours des contraintes supplémentaires qui nous coûtent de l'argent, mais on ne nous les donne pas. Hein. Ouais. Et nous, on paye. Ouais. Et c'est plus possible. Donc, il y a un ras-le-bol. Vous avez vu, ça s'est enflammé à une vitesse terrible, mais ça va aller de pire en pire. Hein. Oui. C'est effectivement la dermatose, évidemment, mobilise les agriculteurs, mais c'est une colère beaucoup plus sourde avec des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Vous avez autour de vous des éleveurs bovins qui... Bien sûr. Bien sûr, ils ont peur. Et, moi, je suis dans le sud, on n'est pas très loin des foyers. Évidemment qu'ils ont peur. Vous perdez tout le troupeau. Alors, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, moi j'ai été éleveur aussi, c'est que nos bêtes, on les aime. On n'est pas là en train de les... une question. L'association L214 qui défend les animaux, on les entend pas là. Oui. Alors eux, de dire qu'il y a tout un troupeau qui se fait abattre. Mais alors après, Christian, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses. Vous entendez ce que disent les services vétérinaires. Ce qu'ils disent, c'est que ce serait pire. Et l'argument qui consiste à dire on veut éliminer du bétail, dans ce cas-là, on n'a qu'à laisser la contamination se faire et il n'y aura plus du tout de bétail. Oui, alors je vais vous dire autre chose. Si les agriculteurs leur font pas confiance à ce qu'ils disent, les services vétérinaires, ils ont peut-être raison. Le problème, c'est que les agriculteurs, ils n'ont plus confiance à ce qu'on leur dit. Vous comprenez ? On nous a tellement baladés, on nous a tellement raconté de salades qu'on ne fait plus confiance. Ils ont peut-être raison, mais on n'a plus confiance. Oui, c'est la perte de confiance. Merci Christian. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Christian. Et on attend vos témoignages au 0826 300 300. Vous êtes éleveur. Est-ce qu'il faut vacciner les troupeaux ? Est-ce que, comme le dit Christian, vous n'avez plus confiance en ce que vous disent les autorités sanitaires ? Peut-être une réaction, Alexis Bachet, sur ce qui est en train de se passer et à signaler. Je voulais insister sur... le retour d'une forme de complotisme. Je sais que je vais me faire des ennemis en prononçant ce mot, mais on a vu un certain nombre. On avait 65 millions de sélectionneurs. Aujourd'hui, on a 65 millions de vétérinaires. Tout le monde a un avis sur le sujet et une défiance vis-à-vis, effectivement, et j'entends ce que dit Christian, une défiance vis-à-vis des autorités sanitaires. D'abord, il y a un contexte qui est celui de la souffrance du monde agricole, qui est pas nouvelle, qui est ancienne, qui est liée à de multiples raisons liées au contexte international, national, européen, et au fait que c'est de plus en plus difficile de vivre si on n'est pas dans une très grosse exploitation. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a des exploitations qui disparaissent chaque année et c'est vrai que les plus petites exploitations, elles souffrent et elles souffrent encore plus quand il y a une crise, que ce soit une crise des prix, une crise de surproduction. Là, c'est une crise sanitaire, mais ce qui est effectivement particulièrement inquiétant, mais à la limite, c'est pas tellement uniquement lié à ce qui se passe dans le monde agricole, c'est lié plutôt à ce qui se passe dans la société, c'est la défiance vis-à-vis de la science, de la médecine, là en l'occurrence des autorités sanitaires et des vétérinaires qui sont quand même, rappelons-le, des partenaires. C'est un peu comme nous avec les médecins, si vous voulez. Si demain on n'a plus confiance en nos médecins, si on va plus aux urgences quand on a un problème de santé, ça va vite aggraver les problèmes, peut-être pas à court terme, mais à long terme. Et là, entendre effectivement que les prescriptions des vétérinaires, qui sont quand même des partenaires des éleveurs, c'est-à-dire que vous savez que les animaux, ils sont suivis, c'est très encadré, des vaccinations, il y en a aussi régulièrement, des traitements, etc. C'est leur vie, le cheptel, il faut le protéger, il faut le soigner. Et là, alors moi je suis pas vétérinaire, je le dis tout de suite, mais c'est vrai que spontanément, on se rappelle, il y a eu la crise de la vache folle, il y a la grippe aviaire. Bon, c'est quand même des choses qui malheureusement sont comme des épées de Damoclès sur la tête des éleveurs, ce type de pandémie. Sans parler évidemment de ce que nous on a vécu avec le Covid. Mais entendre effectivement qu'il y a une partie de la colère des agriculteurs qui est liée au fait que il y a des mesures qui sont
impopulaire. J'imagine bien qu'un éleveur, un agriculteur, il n'a pas envie de voir ses bêtes abattues, mais si c'est pour empêcher une propagation et qu'il faille abattre finalement encore plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ce qui est vraiment frappant dans cette crise, comme au moment des Gilets jaunes, comme au moment du Covid, c'est cette perte de confiance un peu généralisée. Alors bon, les hommes politiques, évidemment, c'est le plus facile, mais même vis-à-vis de la science, des autorités scientifiques, sanitaires, qui quand même sont a priori là pour nous protéger, pour nous alerter, pour nous accompagner quand on subit ce type de difficultés. Oui. Alors on va bonjour Gilles Plattret, vous venez de nous rejoindre, maire de Chalon-sur-Saône. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300. On aura Quentin en ligne avec nous et on attend vos témoignages sur cette crise et sur cette colère agricole qui ne faiblit pas et cette défiance. Pourquoi ne faites-vous pas confiance ou n'avez-vous pas envie d'écouter ce que disent les différents services vétérinaires à propos de cette dermatose? À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On va évidemment revenir sur ces attentats antisémites en Australie, mais nous parlons évidemment de nos agriculteurs, de cette colère, des blocages en ce moment même aux portes de Bordeaux. Mais je vous propose peut-être de jouer, puisque Noël approche et qu'au pied du sapin Sud Radio, il y a plein de beaux cadeaux et que vous pouvez jouer toute la journée dans chacune de nos émissions et vous pouvez gagner en envoyant sapin par SMS au 7 20 18 une montre Kelton Villa Silver blanche, très belle montre, c'est la marque icône pop de l'horlogerie Kelton, ça rappelle des souvenirs. Je vois Pascal Bataille qui a un grand sourire pour être toujours à l'heure, mais vous êtes toujours à l'heure, cher Pascal. En tout cas, si vous voulez gagner cette montre, j'aurais bien une montre. Vous envoyez je ne sais pas si la montre changera quelque chose à votre ça, c'est un problème de transport en commun. Donc voilà. non. 7 20 18 et vous envoyez sapin donc par SMS et nous vous donnerons le gagnant ou la gagnante à la fin de cette émission. Alors revenons, donc je rappelle à nos invités, nos intervenants, Gilles Plattret, maire de Chalon-sur-Saône, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Vous avez été député PS, Alex Darmon, journaliste politique, et on vous retrouve sur votre chaîne Les Indécis et sur YouTube. Et Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, et votre dernier livre, Peut-être traiter du silence à l'usage des gens bruyants, chez Guy Trédaniel. La colère peut-elle s'étendre? On sent que la ministre, ce que nous disions, est en train de lâcher du lest. On a Quentin au 0826 300 300. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je me présente, c'est Quentin, j'ai 18 ans, je suis futur éleveur de bovins dans les Hautes-Pyrénées. Donc là, je suis un blocage au lycée Jean Monnet à Vic en Bigorre. Voilà, donc on est là pour soutenir et être contre tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui en France. Donc voilà. Mais ça veut dire quoi être contre tout ce qui se passe? Contre l'abattage excessif des bovins qu'on a eu ces derniers temps, par exemple dans le Gers, et qu'on a eu aussi des cas dans les Hautes-Pyrénées et dans la Haute-Garonne. Mais vous entendez ce que disent les vétérinaires, c'est que c'est la seule solution pour éviter la contamination aujourd'hui, et que si on ne fait rien, et même la vaccination n'empêcherait pas une contamination. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que c'est un peu excessif parce que la DNC elle est là quand même depuis 1992 et que maintenant en 2025 on se réveille en abattant tout le troupeau, alors que il suffirait peut-être juste d'abattre les vaches malades ou quelque chose comme ça, mais pas d'abattre tout un troupeau, parce que je pense qu'ils s'en rendent pas compte, mais ils abattent pas seulement les élevages mais aussi les éleveurs et les petits ou des grands. Mais enfin, bien sûr que c'est une abomination pour les agriculteurs de perdre leur troupeau. Alors on va voir autour de la table ce que pensent nos intervenants de ce que vous venez de dire. Moi, je vois, alors il y a un médecin vétérinaire qui a publié, qui s'appelle Docteur Toudou. Je vous encourage à aller lire son thread, comme on dit, sur X. Il dit, en fait, on ne sait pas quelles sont les vaches sont contaminées. Il dit, quand une vache présente les symptômes, il est déjà trop tard et on ne sait pas si ses copines à côté sont porteuses ou non, ou même si elles le seront dans 10 jours. Et faire de l'abattage partiel, c'est repousser le problème à plus tard. Et pendant ce temps, les mouches vont aller d'une vache à l'autre, d'un
d'un élevage à l'autre, d'une commune puis d'une région. Et donc, réduire les potentielles sources d'infection est une urgence absolue. Vous voulez réagir, Gilles Plattret? Oui. Vous entendez ce que dit Quentin? Ah mais complètement. Enfin, moi, j'ai trop de proximité avec les agriculteurs pour ne pas les entendre sur ce sujet-là. Cela dit, il faut essayer effectivement de regarder les choses avec la tête froide, ce qui est impossible quand on voit le malheur qui frappe certaines exploitations. Pour autant, il y a plusieurs éléments quand même là-dedans. Moi, je note tout de même que d'autres pays ont pratiqué d'autres politiques que l'abattage massif. Donc ça, c'est une réalité. Je ne sais pas si c'est ce que la science... D'abord, la science, c'est aussi un débat, heureusement. La science... Si. La science, c'est pas une opinion. Si, la science, mais justement, si c'est pas une opinion, c'est pas un dogme non plus. Ça veut dire qu'elle peut aussi, et heureusement d'ailleurs entre scientifiques, être l'objet de discussions, d'échanges, de confrontations. Elle avance comme ça. Donc je ne dis pas que ceux qui préconisent l'abattage massif sont contre la science. Je ne dis absolument pas ça. Je dis simplement que dans d'autres pays, je pense notamment dans des pays européens, du côté des Balkans, également du côté du Proche-Orient, sur certains autres épisodes très contagieux de cette maladie, on a pratiqué des abattages partiel et pas massif. Et la question, elle est là. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui d'assurer la quarantaine d'un troupeau dont certains éléments seraient atteints? C'est la vraie question. Pourquoi est-ce qu'en fait on détruit tout le troupeau? Parce qu'on ne se donne pas les moyens d'assurer une véritable quarantaine. J'ajouterais aussi, alors il se trouve que dans ma région, on a eu quelques cas, notamment en Franche-Comté, que les éleveurs sont inquiets parce que, indépendamment de ce qui se passe aujourd'hui dans certains élevages, il y a des bêtes qui continuent de bouger dans des zones qui sont potentiellement en risque, qui bougent d'une manière illégale, non déclarée, et la maladie tend à se répandre aussi par ce biais-là. Donc voilà, ça c'est des propos d'agriculteurs que je vous rapporte là, c'est pas une invention personnelle. Donc on voit bien qu'en réalité, la logique de la quarantaine peut aussi aider au-delà de l'abattage massif. Voilà, je pose ça, et encore une fois, je le fais avec beaucoup d'humilité, je ne suis pas scientifique, mais j'admets, et je pense même qu'il est absolument nécessaire que la science continue d'être contradictoire à un moment donné, sinon elle n'avancera plus. Il n'y a pas de vérité révélée en science. Donc je note simplement qu'on a réussi à éradiquer la maladie dans d'autres secteurs du monde sans les abattages massifs. Et peut-être que ce que Madame Genevard est en train de dire après avec la vaccination ou... Le problème de la vaccination, faut le rappeler, c'est que, alors, elle est visiblement en train de se répandre. En tout cas, on avait un problème de dose déjà. Donc, apparemment, le problème est en train de se régler, si on en croit la ministre. La vraie difficulté de tout ça, c'est qu'elle va geler la commercialisation des bêtes vaccinées pendant des mois et des mois. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel risque de déstabilisation de la filière bovine, notamment par le gel de toute importation, exportation et de toute vente en réalité pendant des mois et des mois. Est-ce que le remède est pire que le mal du coup? Eh bien, c'est pour ça d'ailleurs que la FNSEA était totalement opposée à la vaccination de masse. C'est ça, vendredi on avait ce débat. Juste une question, Quentin, vous êtes donc, vous nous l'avez dit, devant un lycée agricole à Vic en Bigorre. Il faudrait que vous baissiez un petit peu le retour son parce que ça fait du Larsen. Vous sentez qu'il y a une mobilisation très, très déterminée? Oui, on est tous là, personne à court, nous sommes là pour nous faire entendre. Ouais. On est tous déterminés, que ce soit garçons, filles, plusieurs même filières du lycée agricole, on est là pour être mobilisés et soutenir les agriculteurs. Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'on arrête l'abattage? Vous voulez la vaccination? Qu'est-ce que vous demandez? La vaccination est tombée hier avant-hier, donc ça va. Mais le problème, c'est les abattages excessifs. Pourquoi en France, on n'arrive pas à faire la quarantaine bien comme il faut, alors que dans les autres pays, ils y arrivent? Mais la quarantaine, c'est ce qu'explique Jeanne Brugère-Picou, qui est spécialiste qui est spécialiste vétérinaire, c'est que il y a les mouches, les thons, les moustiques, il n'y en a pas trop en ce moment, mais qui transportent la maladie. Donc, la quarantaine, elle est très compliquée. Enfin, la quarantaine, moi, j'y crois pas. Oui, la quarantaine, c'est compliqué, non? Elle est compliquée, mais vu que dans les autres pays, elle est possible, il faudrait un peu plus élaborer nos exploitations, c'est-à-dire un peu plus faire attention à nos transports, etc. Et pouvoir bien... pouvoir respecter et la mettre en place. Alors Pascal Bataille. Moi je suis ni éleveur et agriculteur, ni encore moins vétérinaire. Donc je ne vais pas me prononcer effectivement sur telle ou telle solution. Je trouve très intéressant dans ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, le fait que d'une part la science
médicale n'est pas une science exacte, qu'elle soit vétérinaire, non, c'est pas une science exacte, absolument pas. La preuve, c'est qu'on est en train de débattre de est-ce qu'il vaut mieux vacciner, est-ce qu'il vaut mieux éradiquer, etc. Et que la méthodologie employée une fois de plus, et ça rappelle de très mauvais souvenirs au moment du Covid par le gouvernement et la précipitation. On voit bien qu'effectivement il y a des discours successifs, y compris de la part de la ministre. Science exacte, Alex, pour le Covid, on n'était pas dans la science exacte. La preuve, c'est que le discours du gouvernement a varié à 180 degrés entre le Covid, premier. Tout le monde découvrait en même temps ce qui se passait. Mais enfin, là, on vient de dire que tout le monde ne découvre pas en même temps ce qui se passe, qu'il y a eu des expérimentations. Oui, mais justement, c'est de la méthodologie, c'est pas de la science. Raison de plus pour que justement on n'agisse pas dans la précipitation en imposant des méthodes drastiques qui effectivement ne font que rajouter encore une couche de plus sur la colère légitime des agriculteurs en ce moment. Donc je pense que la méthode employée par le gouvernement a été désastreuse. Gouverner, c'est prévoir, comme vient de le dire Alex. On ne découvre pas aujourd'hui la dermatose. Comment ça se fait que tout d'un coup il y ait ce grand mouvement là de décision en faveur de l'abattage massif, alors que peut-être on aurait pu depuis des années réfléchir aux façons de traiter ça si l'épidémie devenait un peu plus endémique. Et puis troisièmement, mon troisième point, c'est la violence, quelle qu'elle soit et de quel côté qu'elle vienne, les agriculteurs ou la répression policière décidée par Laurent Nunez me semble absolument, là encore, la très mauvaise réponse. Sur la dermatose bovine, Jean-Baptiste Moreau, qui connaît un peu la question et qui s'est beaucoup exprimé sur les réseaux, dit le temps que la vaccination se mette en place sur tout le territoire, la maladie aura le temps de devenir endémique. Et c'est ce que craignent en fait les services vétérinaires. Alex, sur le sujet ? Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on le sait depuis longtemps. En France, on le sait depuis au moins le mois de juin. Au moins le mois de juin qu'on va rencontrer une crise au mois de décembre et que là on se réveille, on a encore, pardon mais vous allez dire que c'est de la politique, mais on est encore à 2 mois et demi du salon de l'agriculture qui est le plus grand salon au monde dans ce secteur-là, et encore on va avoir une crise cette année avec les agriculteurs parce qu'on ne les écoute pas. Et qu'on ne les écoute jamais. Moi, quand je parle de science, j'essaye juste de faire preuve de pragmatisme. Moi, je n'ai jamais été pour dire que la science scientifique, à proprement parler, n'est pas une science exacte. Je suis désolé, c'est vérifié. Quand on nous propose de nous vacciner, alors pour le Covid, tout le monde découvrait la même chose en même temps. Je suis pas sûr que tout le monde se revaccinerait aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, c'était ce qui était conseillé par les instituts scientifiques, et donc par conséquent, on décide. Toujours pas mort en plus. Pour la plupart, moi on m'avait dit que à la 3e dose c'était fini. On n'est toujours pas mort. Et vous captez pas la 5G encore non plus? Malheureusement j'ai gardé mes portables, je m'excuse. Pas encore. En tout cas, moi j'avais le sentiment qu'il fallait faire confiance à la science, et je pense avoir fait le bon choix. Des années plus tard, sur cette situation-là principale, effectivement qu'il y a un problème de méthodologie, je suis d'accord. Qu'on n'écoute pas ou qu'on ne regarde pas ce qui s'est passé à l'étranger, je suis d'accord aussi. Mais moi, ce qui me gêne dans cette histoire, et on pourra en parler peut-être, et pourtant je pense très proche, et vous le savez Valérie, des agriculteurs, j'entends complètement ce qu'ils disent, j'entends complètement leurs craintes et leurs remarques et leurs reproches, mais il faut aussi qu'on essaie d'entendre les solutions qui sont trouvées si demain il y a abattage de ces différents troupeaux. On ne parle pas des solutions, on ne parle pas des agriculteurs qui ont vu pour le coup eux leurs troupeaux complètement abattus. Je regardais avant-hier un reportage où on voyait 2 jeunes agriculteurs qui avaient dit par sens commun qu'ils acceptaient de faire abattre leurs troupeaux. Ils ont été accompagnés par l'État avec une aide de 140 000 € parce que c'était proportionnel par rapport à leurs troupeaux. Aujourd'hui, repart de zéro, c'est terrible. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas repartir? Et je pose la question, je n'en sais rien, parce que je ne suis pas agriculteur non plus. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas repartir de zéro pour essayer de repartir sainement et construire un nouveau système que de laisser la maladie se propager et se développer dans les mois qui viennent? Je ne sais pas, je pose la question. On se retrouve dans un instant avec vous. On continue de parler de cette dermatose bovine et on attend vos témoignages 0826 300 300. Vous êtes agriculteur, vous êtes sur des points de blocage, vous êtes en colère ou alors vous êtes favorable à cet abattage. On va en débattre et on va continuer à en parler avec vous. Et puis on va aussi parler évidemment de cet attentat en Australie, cette attaque antisémite sur une plage de Sydney. À tout de suite.
Cette année, la radio officielle du Père Noël, c'est Sud Radio. Envoyez dès maintenant sapin au 72018. Sapin au 72018 et jusqu'à Noël, écoutez Sud Radio toute la journée pour gagner des séjours au Futuroscope, des forfaits de ski, des produits Ninja, 200 € de bons d'achat chez Maison Scarlett, des robots aspirateurs dernier cri, des places pour les chevaliers. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on est avec vous sur Sud Radio, la colère des agriculteurs, la ministre prête à des discussions. On sent que là, politiquement, on lâche un peu de lest. Visiblement, il faut calmer un peu les esprits et en proposant la vaccination, d'une certaine manière, on va un peu dans le sens des agriculteurs. Alors peut-être Alex. On va dans le sens des agriculteurs, mais pardon, on connaît aussi la force de mobilisation des agriculteurs. Et je ne sais pas si vous le voyez venir, mais on est quand même à quelques jours de Noël. Et je pense pas que les agriculteurs, quand ils ont quelque chose dans la tête, pour le coup, ils le lâchent pas. Et je crois qu'ils peuvent bloquer des routes, qu'ils peuvent bloquer même des autoroutes certaines fois, qu'ils peuvent faire preuve de leur mécontentement. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que la ministre de l'Agriculture est obligée de lâcher du lest. Mais c'est ça qui est terrible. Pardon, mais on revient de la politique. C'est ça qui est terrible. C'est toujours la même chose avec ce gouvernement. Toujours. C'est quand il est face au mur qu'il essaye de monter dessus. Voilà. Et ça, c'est vraiment, pardon, mais terrible. Ça veut dire que, pareil, là, on a le budget à gérer en même temps. C'est-à-dire que vous avez le budget, le vote du budget à assumer, avec un cri de colère. Encore une fois, les raisons, les sources, les explications, les solutions, on peut en discuter, mais un cri de colère qui est légitime de la part de cette profession. Et pareil, on entend, on écoute, et puis on tranche jamais, jusqu'au moment où on est obligé de le faire. Voilà. Ouais. Alors, en fait, ce débat n'aurait pas lieu si l'agriculture française n'était pas en crise. S'il y avait pas, il serait différent. Non, mais ça serait un crève-cœur, mais on ne serait pas en train d'avoir des mobilisations massives, parce que tout ça intervient sur un fond de crise d'une agriculture qui était l'une des plus florissantes d'Europe à 2 générations d'ici, et qui est en train aujourd'hui d'être à la dernière roue du carrosse de la nation française. Et ça, si vous voulez, c'est vécu, c'est-à-dire que les gens dans leur chair, indépendamment de toutes les considérations scientifiques, techniques, réglementaires, pensent déjà que l'agriculture est fichue. Et ça, c'est pour ça que ces mouvements... C'était le sens de l'appel de notre premier auditeur. Voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il y a... c'est plus que de l'abattage. C'est qu'en fait, quand vous détruisez un troupeau, je ne mets pas en cause ceux qui pensent qu'il faut de l'abattage massif. Je pense qu'ils sont de bonne foi. Mais je voudrais simplement qu'on réfléchisse à d'autres solutions qui ont été expérimentées ailleurs. Mais quand vous abattez un troupeau, vous n'abattez pas qu'une somme d'unités bovines. Vous abattez un capital génétique. Et ça change tout. Parce que nos filières, nos grandes filières bovines françaises sont basées en grande partie sur des races bovines qui ont été sélectionnées, qui ont été, qui de génération en génération, par des croisements successifs de bons individus, arrivent à produire des choses extraordinaires. C'est aussi pour ça que l'agriculture française est encore reconnue à l'échelle européenne et mondiale. Donc, la destruction d'un troupeau, bien sûr que l'État va rembourser. Oui, on a même des collectivités, Bourgogne-Franche-Comté, nous avons voté une aide complémentaire pour essayer de reconstituer le patrimoine génétique. Mais en fait, vous n'y arrivez jamais parce que c'est l'affaire parfois de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. C'est le père, c'est le grand-père qui a commencé à faire le tri des bons individus pour arriver à ça. Donc ça, si vous voulez, ça s'efface. Et ça ne reviendra pas tout de suite. Donc je dis ça pour qu'on comprenne à quel point la matière est totalement inflammable. Alors oui, il y a le salon qui arrive. Moi je regrette quand même, et en plus je m'en étonne de la part d'Annie Genevard, que je connais puisque elle est élue dans ma région, on se connaît depuis longtemps. Évidemment je la connaissais quand j'étais aux Républicains. Je pense que le raidissement qu'on a vu de sa part, c'est pas elle. Je pense que elle est très clairement... Alors, je ne la dédouane pas, parce qu'après tout, si un ministre n'est pas d'accord, il démissionne. Mais je pense que les instructions sont venues d'ailleurs, et je me réjouis quand même de voir, peut-être que c'est tactique, je suis entièrement d'accord là-dessus, c'est toujours comme ça avec la Macronie, même nouvelle génération d'aujourd'hui, c'est si j'ai un mouvement populaire, je recule, mais sinon je vais aller jusqu'au bout, au bout. Mais il n'en reste pas moins que aujourd'hui, on a besoin d'étudier aussi des solutions un peu alternatives, et je reviens sur la question de la quarantaine, et donc du confinement des élevages qui sont troublés par quelques individus malades. On a évidemment beaucoup de réactions. Alain nous appelle de Foix. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes agriculteur ? Oui, je suis éleveur. Ouais. Éleveur depuis fort longtemps. Et à mon avis, on ne sait pas tout.
vraisemblablement, on ne sait pas tout sur cette maladie. Il y a beaucoup de doutes, mais ce qui est certain, c'est que il y a au moins 3 choses qui me paraissent essentielles. Nous sommes dans l'urgence aujourd'hui. On est incapable de détecter dans un troupeau qui a été impacté par la maladie, par un animal qui a eu des nodules, etc. Et là, c'est très visible. Là, on voit. On est incapable de détecter si tous ceux qui sont autour sont en incubation ou ne le sont pas. Est-ce qu'ils sont sains? Est-ce qu'ils sont impactés par la maladie? Ça, c'est quand même quelque chose d'énorme qui fait que on ne sait pas trop où on va. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on va vacciner, et il faut vacciner, on va vacciner, ça met l'immunité n'est pas bonne jusqu'à 30 jours, voire 45. Là, c'est pareil, la réaction de l'animal, on ne le connaît pas essentiellement, donc on se projette quand même un peu loin, mais c'est quand même déjà une avancée pour essayer de juguler la maladie. La troisième chose, c'est que, encore une fois, quand un animal a déclenché, il peut y avoir plein de séropositifs autour, et ça a été le cas. Moi, j'ai fait une expertise dans l'Ariège avec 208 animaux. Il s'est avéré que le lendemain matin de l'expertise, alors que les animaux étaient en parfait état, il y en avait une qui était morte avant, mais ceux qui étaient là présents sur le terrain, ils étaient en parfait état, on ne décelait pas, ils n'avaient pas les oreilles couchées, etc. Et on ne pouvait pas détecter s'ils étaient malades ou s'ils ne l'étaient pas. Donc, mais par contre, le lendemain, les vétérinaires ont trouvé 4, 5, 6 nodules à la vulve, etc. Enfin, là où ça se déclenche. Donc, ça veut dire que l'abattage d'un troupeau, c'est terrible pour un éleveur. C'est vrai, c'est terrible. C'est émouvant, c'est bon, voilà. Puis après, il y a la partie financière derrière et la partie économique, mais cette partie économique, je pense que l'État en a pris conscience et qu'il est en train de la juguler et puis de faire oublier ce côté-là. Par contre, le côté sentimental, mais le côté aussi génétique, le côté patrimoine génétique, ça c'est quelque chose qui est irremplaçable, c'est vrai. Mais pour autant, doit-on prendre le risque d'impacter l'ensemble du cheptel français en ne jugulant pas aujourd'hui ce qui pourrait être une des solutions, et encore une fois, personne ne tient la vérité à ce jour, c'est peut-être la seule chose de limiter, parce qu'on dit oui, les bouches, les ci, les là, les temps, etc. On est confronté à des zones, à des moments où il fait plus ou moins chaud, et on s'aperçoit que, pareil, le confinement, vous savez, à la fois on peut y croire et dire le contraire, parce qu'on n'arrête pas les mouches, parce qu'on n'arrête pas le vent, parce qu'on n'arrête pas tout ça, et c'est très difficile de confiner. On va pas mettre nos animaux dans une chambre stérile. Non, c'est toute la complexité. La complexité. Ouais. Et donc, comme disait, je crois, un de mes collègues éleveurs ou ancien éleveur, Monsieur Moreau, si on prend le risque de laisser se propager la maladie, ça va être encore plus terrible. Et c'est pas un abattage qu'on aura. C'est tout un tas de conséquences induites par cette maladie. Alors certes, certains pays pas ont éradiqué, mais en font juguler plus ou moins. Mais vous savez, je me méfie un petit peu quand on sait, les pays de l'Est, etc., ont-ils eu la rigueur que nous avons, nous, en France, depuis des années, et malgré cette rigueur, vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est pas aussi évident. Et pour moi, pour l'heure, humblement, je dis, si on fait quelques abattages, peut-être qu'on va juguler la maladie. Est-ce qu'on réussira? Est-ce qu'on ne réussira pas? Par contre, si on la laisse se propager, là, on sait ce qui nous attend. Merci beaucoup, Alain. C'était intéressant d'entendre votre point de vue. Vous voulez réagir à ce que vient de dire Alain, Alexis Bachelet? Non, je veux réagir par rapport effectivement à la notion de propagation et au fait que ça devient effectivement une pandémie difficile à gérer, parce que je pense que c'est aussi lié à une transformation profonde du monde agricole. Gilles Platret disait il y a une crise, mais en fait c'est pas tant une crise qu'un modèle. Aujourd'hui, en fait, l'agriculture, c'est plus l'agriculture de papa ou de grand-papa, c'est une industrie. Et aujourd'hui, les réglementations qui s'impliquent, le fait aussi qu'on a poussé les gens à se spécialiser d'une part. Avant, vous aviez, il y a 40, 50 ans, moi je viens d'une famille d'agriculteurs, donc tout le monde faisait un peu d'élevage, un petit peu de culture, etc. Dans des exploitations à taille humaine. C'est terminé, tout ce monde-là, il est mort. On a poussé les gens à se spécialiser, les céréaliers d'un côté, les éleveurs de l'autre. Dans l'élevage, il y a ceux qui font que du poulet. Et au fond, on a aussi une forme de gigantisme.
Quand vous voyez ces bâtiments énormes qui abritent des milliers de poulets, des cheptels énormes, veaux, vaches, cochons, etc., quand il y a une maladie comme ça, un problème sanitaire, ça devient ingérable. Ça devient incontrôlable parce que ça se propage à des milliers de bêtes en quelques. Vous avez vu en Chine aussi quand il y a eu des grippes aviaires, c'est absolument. Et donc il faut peut-être aussi quand même qu'on arrête de mentir aux gens en faisant comme si c'était des petits producteurs, Non, on est dans un monde agricole qui a été industrialisé, qui subit aussi une compétition internationale, parce que dans tous les pays, ça s'est passé. Et on a choisi, nous, on a fait un choix au niveau national et international à l'Europe de rentrer dans cette compétition. On en paye parfois les pots cassés. Et cette pandémie, elle est aussi le fruit, pardon de le dire comme ça, mais d'un choix de modèle, d'industrialisation, de massification, qui bien peut avoir des conséquences quand il y a des pandémies. On se retrouve dans un instant, on va parler de cet attentat antisémite sur une plage de Sydney, alors que de nombreuses personnes étaient rassemblées sur cette plage de Bondy, cette plage mythique, célèbre plage fauchant des personnes rassemblées pour la fête juive de Hanouka. Le bilan pour l'instant est de 15 morts, plus de 40 blessés. On y revient avec vous dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18 Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous sur Sud Radio avec Gilles Plattret, maire de Chalon-sur-Saône, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Vous avez été député PS, Alexandre Darmon, vous êtes journaliste politique et Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise. Attentat en Australie hier, le choc de cette attaque antisémite, très clairement antisémite, puisque elle visait évidemment des juifs qui étaient en train de célébrer la fête de Hanouka. 15 morts, plus de 40 blessés. Un héros dans tout cela, il faut le signaler. Un homme qui est intervenu pour désarmer l'un des deux assaillants, un père et son fils. Le père a été abattu par la police, et si cet homme n'avait pas désarmé cet assaillant, il y aurait eu encore plus de victimes. On nous dit ce matin que cet assaillant, que ce héros était chrétien maronite, c'était un vendeur de fruits et légumes. Néanmoins, la question se pose sur cette attaque, et on peut aussi mettre en parallèle avec ce qui s'est passé à Amsterdam cette nuit, avec des agressions également antisémites. En Californie. Donc cette haine des Juifs qui se répand partout. Peut-être Gilles Plattret. Oui, écoutez, on est évidemment à la fois atterré et hélas peu surpris, parce que on voit bien à quel point l'instrumentalisation de la haine anti-juive est aujourd'hui un levier d'action politique et d'action politique violente. Je rappellerai juste, parce que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai appris, comme vous tous, ce qui s'était passé à Sydney, et sans préjuger des résultats de l'enquête, c'est que les actes antisémites ont grandi ces derniers mois en Australie, et que le gouvernement avait commencé de prendre un certain nombre de mesures. Alors aujourd'hui, le Premier ministre est attaqué par la communauté en disant vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Mais je rentrerai pas du tout dans les débats intérieurs, mais je note simplement, et vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, que la République islamique d'Iran a toujours été celle qui soufflait sur les braises. Et que cet été, au mois d'août, le gouvernement australien a expulsé l'ambassadeur d'Iran à Canberra, au motif que les services de renseignement avaient établi que sur la fin d'année 2024, donc il y a un an, c'était la première occasion en octobre et l'autre en décembre, 2 incendies criminels antisémites avaient été organisés directement, avec l'implication directe de l'ambassade de la République islamique d'Iran. Alors, je ne dis pas que ce crime atroce, cet attentat terroriste est fomenté par la République islamique d'Iran. Je dis simplement une chose, et c'est ce qu'on avait essayé d'établir dans le rapport qu'on a produit il y a quelques semaines sur l'infiltration en France de la République islamique d'Iran, c'est que la République islamique d'Iran étant faible sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, elle va
tenter de multiplier des actions terroristes partout dans le monde. Je suis prudent encore une fois parce que l'enquête n'a pas encore eu lieu. Je dis simplement que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. On est dans un modus operandi qui peut faire penser que la cause même, les donneurs d'ordre de cet attentat sont peut-être du côté de Téhéran. Cela dit, notre responsabilité à nous, c'est d'éviter que le discours antisémite se répande dans la société. Or, nous n'y parvenons pas. Voilà. En France, pour revenir sur ce pays où les actes antisémites ont explosé depuis le 7 octobre 2023, regardez les statistiques, je n'invente rien, et nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui d'empêcher le développement de ce discours. Donc je suis à la fois attristé et pas surpris, et je crains par-dessus tout que d'autres phénomènes de ce genre et aussi meurtriers se reproduisent. C'est un recul de la civilisation et nous sommes témoins et pas assez acteurs de cela. La police néerlandaise a arrêté 22 personnes à Amsterdam hier, puisque une centaine de personnes s'étaient rassemblées pour pour protester contre la venue d'un chanteur de l'armée israélienne pour un concert. Donc Emmanuel Macron s'est dit évidemment choqué par cette attaque terroriste, antisémite, etc., etc. La France exprime ses pensées pour les victimes, les blessés, leurs proches. Elle partage la haine antisémite, blablabla. Et l'association Femmes Azadi lui répond: c'est pour ça qu'en France, chaque vendredi, des manifestations avec globalisé l'intifada, vive le déluge d'Al-Aqsa, sont autorisées, que des associations pro-palestiniennes continuent l'apologie du terrorisme sans être dissoutes, que des élus de la République parlent du Hamas comme de résistance, que les gardiens de la révolution islamique ne sont toujours pas classés comme entités terroristes, etc., etc. Donc il y a effectivement les mots, les paroles et les actes. Je ne sais pas, Pascal voulait réagir à cela, à ces attaques terrifiantes. Réaction évidemment, moi aussi, d'horreur, et comme je pense chacun d'entre nous, de penser, de reconstater jour après jour que nulle part dans le monde aujourd'hui les personnes de confession juive sont en sécurité, clairement. Donc c'est terrible. En même temps, pardon pour cette expression que je déteste, constater aussi que il y a aujourd'hui une difficulté, comme le disait à l'instant Gilles, à lutter contre l'antisémitisme en France, mais que cette difficulté, elle est rendue d'autant plus sensible et aiguë par le fait qu'on utilise aujourd'hui ce mot et cette accusation dans des contexte absolument inapproprié, ce qui fait que ce crime qu'est l'antisémitisme, ce délit en tout cas qu'est l'antisémitisme, est aujourd'hui totalement galvaudé, et que on mélange sous ce terme des choses aussi diverses que l'opposition au sionisme, l'opposition au gouvernement et à la politique de Benjamin Netanyahou, et le fait d'être clairement anti-juif ou de développer et d'exprimer la haine des juifs. Et moi, je suis sidéré. Ouais. L'antisionisme, pardon de vous interrompre, est aujourd'hui une sorte de faux-nez pour l'antisémitisme. Non, c'est pas vrai de dire ça. C'est pas vrai. Peut-être que des antisémites s'abritent derrière l'antisionisme, mais on peut pas dire que l'antisionisme est un antisémitisme. C'est faux. C'est une loi de la République qui a été votée au Parlement. De quoi ? Que l'antisionisme rentre dans la définition de l'antisémitisme. Oui, enfin, ça a été voté. Excuse-moi, mais il y a des lois totalement aberrantes et liberticides qui sont votées, et dire que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme, c'est contribuer encore plus à l'antisémitisme. Et comme moi, quand je vois Benjamin Netanyahou qui accuse le gouvernement israélien, alors que Gilles a encore rappelé... Il accuse le gouvernement australien, pas israélien. Australien, oui, australien, c'est ça. Australien. Comme lapsus. Et alors que Gilles vient de rappeler à l'instant que des mesures avaient été prises justement, notamment contre la République d'Iran, etc. Et pour lutter contre le développement ou le risque de terrorisme dans le pays. Quand je vois Netanyahou qui accuse le gouvernement australien de favoriser l'antisémitisme, pardon, mais pour moi aujourd'hui l'un des ferments les plus aigus, les plus ardents de l'antisémitisme dans le monde, c'est Benjamin Netanyahou et sa politique. Avec un syllogisme, je finirai s'il te plaît, avec un syllogisme qui est dramatique, qui est tragique, qui est d'assimiler en permanence Juifs et Israël,
et en assimilant en permanence Juifs et Israël, ce qui est absolument différent et absolument faux, eh bien, on dit ensuite Israël, crime de guerre, ce qui est une vérité, ça, et ensuite on légitime, ou en tout cas, on ne légitime pas, mais en tout cas, on nourrit partout dans le monde des vengeurs qui se croient effectivement habilités à tuer des Juifs pour soi-disant dénoncer la politique du gouvernement israélien. Donc pour moi, Monsieur Netanyahou, il ferait mieux de balayer devant sa porte avant d'accuser qui que ce soit de favoriser l'antisémitisme. Les agresseurs, on va y revenir. Une auditrice me dit Amnesty International accuse le Hamas de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre 2 ans après les massacres du 7 octobre. L'ONG qui avait qualifié de génocide en 2024 la guerre menée à Gaza par Israël a publié un rapport confirmant les conclusions plus anciennes des agences internationales. D'autres ONG ou des médias ne l'avaient pas fait. Effectivement, la raison de me dire que Amnesty International a mis du temps avant de reconnaître, mais je ne pense pas que ce qui a animé... Je dis enfin, moi. Ce qui a animé particulièrement les tueurs, les attaquants soit motivé par la politique de Netanyahou. Je ne sais pas ce qui les a motivés, je ne les connais pas, on ne sait rien sur eux. C'est l'État islamique apparemment. Oui. C'est l'État islamique, ils ont retrouvé chez eux des drapeaux de l'État islamique. Et ça a annoncé ce matin, c'est un père et son fils. La maman s'est même exprimée ce matin dans la presse avec une interview où elle comprend pas ce qui s'est passé. On peut la comprendre, une maman qui ne comprenne pas ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle reconnaît pas son fils. Moi, je veux vous dire, Pascal, j'entends ce que tu dis complètement, mais je trouve ça, ce matin, terriblement indécent de dire que Benjamin Netanyahou, que je ne porte pas dans mon cœur, et tu parles de crimes de guerre en Israël, sans doute, et il y a des enquêtes qui ont été publiées, et ça, s'il y a crime de guerre, il sera jugé, je l'espère, et je le souhaite. Mais de dire ce matin, que le principal pourfendeur de l'antisémitisme... J'ai pas dit le principal. J'ai dit l'un des ferments essentiels. L'un des ferments essentiels, pour moi, c'est l'un des principaux, c'est Benjamin Netanyahou, mais avant ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, tu avais déjà des actes antisémites qui ont tué des gens, y compris sur notre sol. On peut parler de Toulouse, on peut parler d'Ian Halimi, on peut parler de tous ces faits malheureusement antisémites. Et je pense pas que Benjamin Netanyahou y était pour quelque chose, ou le gouvernement israélien à l'époque. Je pense malheureusement, et si on ne le dit pas, c'est qu'on ne veut pas reconnaître la vérité. Il y a un problème d'antisémitisme mondial, Israël ou pas Israël. Je l'ai dit en amont. Mais ce matin, moi, ça me gêne qu'on parle plus de Benjamin Netanyahou d'Israël quand il y a même un de nos compatriotes, Daniel Kayam, qui a été assassiné hier, qui n'avait rien à voir avec l'État d'Israël, qui faisait le tour du monde. C'est bien ce que je dis. Tu dis exactement ce que je dis. Non, je dis pas ce que tu dis. Et la politique de Netanyahou n'a pas commencé le 7 octobre. On va en reparler dans un instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio, évidemment, et vous pouvez réagir 0826 300 300. Et nous avons notre gagnante sans transition, comme on dit, parce que c'est pas évident. C'est Laurie. Voilà, c'est Laurie de Aprieux dans l'Isère. Laurie, vous gagnez une montre Kelton Villa Silver blanche. Vous avez gagné cette magnifique montre Kelton. Bravo et merci de votre fidélité à Sud Radio. À tout de suite et on revient dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord avec Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, Alex Darmon, journaliste politique, et on vous retrouve sur YouTube avec votre chaîne, Les Indécis, Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, et votre dernier livre, Petit traité du silence à l'usage des gens bruyants, paru chez Guy Trédaniel. Peut-être encore des choses à dire, évidemment, il y en aurait énormément sur cet attentat antisémite en Australie. Les Juifs ne sont plus en sécurité nulle part dans le monde. On a vu que le ministre de l'Intérieur avait demandé à ce que soit renforcée la sécurité des synagogues, entre autres. Peut-être vous êtes maire adjoint à Colombes. C'est le cas chez vous aussi, j'imagine? Oui, sécurité renforcée. On a tous les lieux de culte, la synagogue, la mosquée, l'église. Donc évidemment, c'est des lieux qui sont protégés. Mais d'ailleurs, depuis notamment les attentats de 2015, à ce moment, parce qu'à ce moment-là, tout le monde a eu peur. Évidemment, la communauté juive, mais même les chrétiens, enfin tous les gens qui fréquentaient les lieux de culte, quelle que soit la religion, avaient vraiment peur parce qu'ils se considèrent potentiellement comme des cibles, puisque les assassins, les terroristes, ils cherchent des lieux où les gens se regroupent
Et donc, voilà, les lieux de culte sont malheureusement devenus des cibles. Et moi, ce que ça m'inspire, mais ce que disait Gilles Platret tout à l'heure, il a raison. On pourrait le développer un peu plus, mais on assiste quand même à un recul civilisationnel. Je dirais pas sans précédent, parce qu'il y a déjà eu des moments dans l'histoire de l'humanité où les guerres de religion, en France on en a connu, mais c'est vrai que voir aujourd'hui que des minorités religieuses sont persécutées parce qu'elles pratiquent leur culte, ici Hanouka, les Juifs, et à d'autres moments les chrétiens d'Orient aussi, dans certains pays, et les Ouïghours en Chine, donc le point commun de tout ça, c'est qu'aujourd'hui il fait pas bon être une minorité religieuse, et on est dans un mouvement de l'humanité où il y a une remontée spectaculaire de l'intolérance, du fanatisme, et qui se traduit par des actes violents et des terroristes atroces comme celui d'Australie. Et franchement, je ne sais pas comment on va pouvoir lutter contre ça, mais il va falloir qu'on se défende. Et on est dans ce moment-là de l'histoire de l'humanité, quoi. Voilà, il y a des moments où on a l'impression qu'il y a un certain nombre de valeurs, l'état de droit, le respect des droits de l'homme et des minorités qui font partie des droits de l'homme qui progressent. Et puis on a l'impression là dans cette année 2025 et que depuis quelques années on assiste à un mouvement où l'obscurantisme et ses traductions les plus atroces reprennent l'actualité. Enfin, vous dites minorité, ce sont principalement les Juifs qui sont visés lors des tout derniers attentats qu'il y a pu y avoir. Là, précisément. Oui. Mais il y a d'autres minorités qui sont persécutées dans d'autres pays parce que... Mais moi, je reviens au tweet quand même de l'association Femmes Azadistes, c'est-à-dire qu'en France, on tolère quand même des mouvements qui manifestent et qui appellent à l'intifada, qui soutiennent le Hamas, qui refusent de dire, un parti comme LFI, qui refuse de dire que le Hamas est un mouvement terroriste et que ça commence aussi peut-être par là. Mais moi, je vais même aller en Australie, puisque c'est en Australie que ça s'est passé malheureusement. Et en Australie, oui, hier matin. Puisqu'il y a beaucoup d'émotions, et c'est logique, vous avez 15 morts plus le terroriste, 45 blessés, je crois, ce matin, qui sont annoncés, donc franchement, pardon, excusez-moi du mot, mais c'est une boucherie. Et en Australie, il faut quand même se rappeler que le 8 novembre, lors des manifestations, vous aviez des Australiens qui disaient gazer les Juifs en toute liberté, et que les manifestations n'avaient pas été interdites. Et je vous engage à aller le voir, parce que ça m'était resté en mémoire et j'ai été vérifié ce matin. Et effectivement, vous aviez plusieurs milliers d'Australiens qui, sur des manifestations, pour soutenir le Hamas, le 8 novembre, le 8 octobre 2023, qui disaient il faut gazer les Juifs dans les manifestations. À partir de là, on peut vouloir justifier. Et c'est pour ça, Pascal, que je te dis que je suis pas d'accord, mais et j'entends ce que tu dis, et je le comprends d'une certaine manière. Mais on peut pas, ce matin encore, au lendemain de l'attentat, Benjamin Netanyahou, malheureusement, il est dans son rôle politique, malheureusement, où il a besoin de convaincre sa population, où il a besoin de convaincre le monde entier que c'est le sauveur de l'État d'Israël, et donc il va avoir des propos plus outranciers les uns que les autres. Mais ce matin, on peut pas dire, au lendemain de cet attentat, que Benjamin Netanyahou participe à faire monter l'antisémitisme, et que d'une certaine manière, on pourrait justifier, c'est pas ce que tu as dit, mais que d'une certaine manière, on pourrait justifier le fait qu'il y ait des actes antisémites, parce que Benjamin Netanyahou est là à tenir des propos et à dire qu'Israël égale juif. C'est malheureusement depuis des dizaines d'années comme ça que ça se passe. Malheureusement. Et moi je suis d'accord avec toi, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. En tout cas, avec plus de rigueur que ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, le tweet que vous avez cité. Regardez ce que vous êtes pris dans la figure. Ah non, mais bien sûr. Et puis surtout, la chasse à 2 journalistes co-auteurs du rapport sur l'Iran. Enfin, on n'a rien oublié. L'attaque, le premier à avoir porté le fer contre notre rapport, c'était quand même le ministre de l'Intérieur français, il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, l'ambassade d'Iran, et après, la France insoumise. Donc effectivement, quand on touche à ces sujets, je voudrais juste revenir sur une chose, parce que le tweet que vous avez cité est important, parce qu'effectivement nous commentons ce matin, et comment faire autrement, ce qui s'est passé sur la plage de Sydney, mais il faut bien montrer une chose, c'est que ce phénomène est un phénomène mondial, et que donc il n'y a pas de frontières en matière de développement de l'antisémitisme et de la volonté d'éradication. C'est pas simplement je vais critiquer les juifs, c'est je vais tâcher de les éliminer. Et regardez un petit peu comment le discours est en train de se banaliser. Et c'est là où peut-être effectivement on peut avoir une différence sur le glissement. Je pense qu'il n'y a pas d'étanchéité entre l'antisionisme d'un côté. Aujourd'hui, j'entends bien, aujourd'hui, on serait dans les années 30, c'est pas la même chose du tout. Mais entre l'antisionisme d'un côté et l'antisémitisme de l'autre. C'est vraiment, comme disait Yankelevitch, finalement c'est de l'antisémitisme propre, c'est l'antisionisme. Ce qu'il disait dans les années 70.
simplement aujourd'hui en France, dans notre débat, nous sommes co-responsables du débat public français. On le fait modestement ce matin. On a un gouvernement des institutions. Nous ne prenons pas les mesures pour éradiquer le phénomène. Les manifestations antisémites existent sur ce territoire. Il y en a pratiquement tous les mois, sinon toutes les semaines à Paris, qui sont autorisées au nom de la liberté de s'exprimer. Quand vous avez des manifestations où on se met, par exemple, c'est encore arrivé récemment, au mois d'octobre, à distribuer des drapeaux de la République islamique d'Iran, en plus des drapeaux palestiniens. Quand vous avez des slogans qui sont proférés, qui appellent à un nouvel Al-Aqsa, c'est-à-dire un nouveau 7 octobre, quand vous avez des leaders français, politiques français, et là, effectivement, je regarde du côté de la France insoumise, je pense à eux d'abord, qui sont à ces manifestations, qui ne les quittent pas, qui y restent. Quand vous avez Jean-Luc Mélenchon, qui devant la commission qui essaye d'éclairer les liens entre l'islamisme et les mouvements politiques, se voit poser une question en disant pourquoi monsieur Thomas Porte, député de la France Insoumise, était-il à côté du lieu du pogrom qui a lieu le lendemain, c'est-à-dire le 6 octobre 2023, et qu'il répond mais qu'est-ce que vous voulez, moi j'étais à Paris au moment des attentats du Bataclan, c'est pas une raison pour laquelle j'étais en lien, et pourquoi est-ce qu'il était à côté d'un homme qui est présumé de terrorisme? Oh bah si on a des mauvaises fréquentations, il faut en changer. Et Thomas Porte a encore sur son fil Twitter, je vous y invite, la photo du gars qui prend par l'épaule. Mais écoutez, au bout d'un moment, quand on banalise ce discours-là, qui est un discours d'excuses, notamment d'un des principaux leaders politiques français, quand on autorise un parti politique comme LFI à jeter des journalistes en pâture, vos confrères d'écran de veille ont été obligés d'évacuer leur rédaction parce que l'adresse de la rédaction avait été lancée par un député LFI sur les réseaux. Non, au bout d'un moment, il ne faut pas s'étonner évidemment que ça continue d'augmenter. Donc oui, nous avons une responsabilité à condition que la France fasse ce qu'il faut, et aujourd'hui elle ne le fait pas, c'est très clair, parce que le gouvernement est pusillanime sur ce sujet et qu'on laisse des discours qui banalisent des actes aussi terribles que ceux-ci. On va se retrouver dans un tout petit instant avec vous et on va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va parler avec vous, Alexis Bachelet, du livre de cette fin d'année incontournable. Sans transition, le livre de Nicolas Sarkozy. On va parler des voyages d'Anne Hidalgo avec Pascal et puis des marchés de Noël avec vous, Gilles Plattret. À tout de suite. Sud Radio. Abus d'alcool. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. C'est le moment de notre tour de table avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres dans l'actualité. Alexis et Pascal, vous aviez à peu près le même, vous aviez tous les deux envie de débattre du livre de Nicolas Sarkozy. C'était effectivement journal d'un prisonnier abondamment promotionné, je ne sais pas si le mot est correct. C'était sous l'angle d'un coup de gueule, au sens où je pense que ça va trop loin. C'est vraiment, c'est un peu too much. Et le livre qui sort. Mais qu'est-ce qui est too much? Parce qu'il y a un vrai. D'abord, le livre, il est. Comment dire, il a un côté un peu étrange, que Nicolas Sarkozy a quand même été ministre de l'Intérieur, président de la République, et il découvre que la prison, c'est pas sympa. Non. Alors vraiment, on fait pas ce qu'on veut, on est enfermé, on n'a pas le droit de téléphoner toute la journée, on n'est pas sur Internet, enfin, on n'a pas le droit enfin, vraiment, c'est. Donc, moi, je dis qu'un homme politique de premier plan, pendant longtemps, qui a fait quand même une carrière, il a été maire aussi, etc., qui découvre. Moi, quand j'étais parlementaire, j'en ai visité des prisons. Donc, ce que Nicolas Sarkozy a découvert dans son livre en 20 jours, vous visitez une fois, il a été parlementaire aussi pendant des années, Nicolas Sarkozy, à moi souvenir, il n'a pas dû aller souvent en prison, et quand il était ministre de l'Intérieur, c'est encore plus inquiétant, parce qu'il voulait mettre beaucoup de gens en prison avec les peines planchées, etc. Et il fait 20 jours en prison, et il nous dit, c'est dur la prison, hein. Et encore, lui, il était dans une prison 4 étoiles. Il avait une chambre pour lui tout seul. Je rappelle quand même qu'il y a aujourd'hui beaucoup de prisons où il y a 140% d'occupation. C'est-à-dire que vous avez 1000 places et il y a 2000 gars. Il y en a, ils dorment dans des paillasses par terre à 4 dans les cellules, etc. C'est pas le cas de Nicolas Sarkozy. Bon, par ailleurs, je pense qu'il mangeait un peu mieux, le régime alimentaire était un peu amélioré. Bon, ça avait pas l'air terrible. Non. Enfin, il a dit, je mange pas, c'est dégueulasse. C'est ça qu'il a dit. Il a écrit dans son bouquin, il a dit, c'est imbouffable. C'est imbouffable. Heureusement que Carla m'envoyait des chips et des paquets de gâteaux. On peut continuer, ce qu'il racontait. Donc, il explique ce que c'est que le mot cantiner au cas où on ne saurait pas. C'est absolument spectaculaire
de déconnexion de celui qui fut quand même notre président de la République et un homme politique de premier plan pendant des années. Ça m'a... Bon. Et ensuite, qu'il en fasse un projet de livre qui sort alors à une vitesse fulgurante et qui derrière bénéficie d'une couverture médiatique comme si c'était Nelson Mandela, qui vient de... Après, qui a fait quand même 30 ans de prison, 27 ou 30 ans. Alors là, je me dis, non, là, ça mérite quand même. J'ai pas eu l'occasion de venir récemment à Sud Radio, mais là, je me suis dit, quand j'ai réfléchi au coup de gueule, non, là, je vais quand même dire quelque chose, parce que d'abord, j'aime pas, effectivement, forcément taper sur là où ça fait mal, et puis sur l'ambulance. Mais là, je trouve que Nicolas Sarkozy, il y a quand même ce manque d'humilité. Enfin, tu deviens, t'as été condamné, tu fais de la prison, tu rases un peu les murs. Ah non. Mais les Français sont, enfin les Français en tout cas, certains Français. Mais c'est vrai qu'il est en tête des ventes devant Astérix. Oui, je vais suggérer qu'il reverse les bénéfices à un organisme d'aide aux prisonniers. Ouais. Oui. Très bonne idée. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas, ça fait longtemps qu'on ne voit pas des queues comme celle-là, des gens attendent devant les librairies. C'était l'objet de mon coup de gueule sur le coup de gueule d'Alexis, c'est que Nicolas Sarkozy se moque éhontément du monde et des Français comme il le fait depuis toujours, c'est pas forcément très surprenant, et qu'il nous fasse oui en prison, le journal de oui en prison, en découvrant vraiment la prison, enfin des choses que tout le monde sait, même si on n'a même pas mis une fois les pieds en prison. On n'y a pas à être surpris. En revanche, moi j'ai mal à ma presse, j'ai mal à la presse de mon pays, alors que l'Empire Bolloré lui tresse des lauriers H24, c'est pas forcément très étonnant, même si c'est inquiétant. Mais en revanche, que les autres grands médias, le Figaro, le Parisien, les télés, les radios, etc., les chaînes d'infos, en continu, emboîtent le pas et suivent dans n'importe quel de ces déplacements en France et ailleurs dans les librairies, etc. Comme si c'était le nouveau Gabriel Garcia Marquez. C'est pas possible, ça. Enfin vraiment, où va la presse, et que le Libération et Le Monde, seuls journaux un peu critiques, soient interdits de suivre ces déplacements, ça ne choque personne non plus. Enfin, alors voilà. Et dernier petit truc, et ça m'a été soufflé par un journaliste que je suis sur Facebook et dont j'ai oublié le nom, pardon à lui, mais qui a remarqué que la déambulation de Louis et de Nicolas s'était passé à Menton, et que Jacques Lacan en aurait fait des gorges chaudes. Menton, il suffit de rajouter un S, et effectivement on est bien dans la famille Sarkozy. C'est in cauda venenum. Gilles, alors on va peut-être avancer. Gilles, moi je vais, écoutez, vu quand même l'irritation de nos interlocuteurs, je vais ramener un peu l'esprit de Noël dans ce studio, parce sur le livre ou sur écoutez, vous pouvez peut-être vous faire offrir le journal d'un prisonnier à Noël, et puis comme ça vous le lirez. Je veux juste dire une chose, alors je veux pas faire l'avocat de Nicolas Sarkozy, il en a d'autres plus brillants que moi, mais il y a un élément dans ce livre que je n'ai pas complètement lu, je le dis simplement. C'est intéressant, indépendamment de tout ce que vous avez dit. L'aspect politique sur... Non, même pas. C'est plutôt l'aspect spirituel, en fait. C'est comment est-ce qu'il a fait face à titre personnel à cette épreuve. Je pense qu'il y a des pages qui méritent d'être lues. Peut-être que vous penserez que c'était du chiquet, etc. Mais je pense qu'il s'est quand même passé quelque chose dans la cellule de ce côté-là. Alors voilà, ça nous ramène. C'est ma transition pour ramener à Noël, si vous voulez. Il est allé à Lourdes après. Alors, mais surtout, il a retrouvé, dit-il, en tout cas, le goût de la prière et le sens de la prière dans sa captivité. Juste ça. Alors après, voilà, je rentre pas dans les débats. Mais je faisais, mais qui n'en a pas, je faisais cette incise pour faire la transition avec mon sujet. Alors qui, moi, hélas, ça pourrait être un coup de cœur, mais c'est un coup de gueule. C'est le retour en cette fin d'année de la guerre culturelle autour de Noël. C'est-à-dire que et c'est France Info qui a lancé la première pique avant de la retirer d'ailleurs, dans un reportage qui assimilait les marchés de Noël à l'héritage d'une entreprise de nazification. Je m'en explique. Ce que le reportage disait, c'est que non pas le régime nazi n'a pas créé les marchés de Noël, mais les aurait remis en valeur dans son espace germanique, et les aurait insisté sur le Made in Germany, en essayant d'en faire un outil d'appropriation culturelle et de conquête philosophique ou pratique, politique en tout cas, de la société allemande dans son entreprise de régenter absolument tous les cœurs et toutes les âmes.
ceci serait risible si un grand journal, vous avez cité Le Figaro tout à l'heure, permettez-moi de parler de l'Humanité, si l'Humanité n'avait pas repris cette thèse pour nous vendre à 15 jours du 25 décembre l'idée selon laquelle nous serions tous, en allant visiter les beaux marchés de Noël de Metz, de Colmar, de Strasbourg ou même dans plein d'autres villes de France, des complices qui ne s'ignoreraient de cette entreprise du régime nazi de remettre cette fête traditionnelle au centre de la politique sous le Troisième Reich. Mais je vous incite, alors si vous le trouvez, puisque France Info a retiré son reportage devant, heureusement, la polémique qui était née. Alors, je ne critique pas France Info, il y a aussi de très bonnes choses. Là, c'est pas une critique systémique, mais simplement arriver à laisser passer une bêtise pareille, c'est quelque chose de colossal. Et évidemment, ça s'ajoute aujourd'hui, puisque la guerre culturelle bat son plein, comme toutes les années, à un certain nombre de mairies, je pense à Nantes, je pense à Angers, qui ont gommé le mot de Noël de leur communication pour ne pas gêner une partie de la population qui peut-être ne célèbre pas cette fête. Je voudrais juste revenir là-dessus, et mon coup de gueule va se déboucher sur un coup de cœur. Le coup de cœur, c'est l'héritage. Voilà. Nous sommes les héritiers d'une histoire. Et d'où que nous venions dans la terre entière, lorsque nous venons dans ce pays, nous arrivons avec notre propre richesse, notre propre histoire, mais nous devons, c'est une nécessité absolue, faire nôtre cette histoire. Et gommer des pans entiers, qu'on soit croyant, chrétien ou pas d'ailleurs, et gommer Noël du calendrier, ou essayer de faire passer cette fête, par certains égards, comme une entreprise ultra-réactionnaire, voire nazie, c'est quelque chose, un mauvais procès qui est fait. Et je crois que véritablement, c'est une injure qui est faite à notre histoire et l'histoire de notre civilisation. Je ne dis pas qu'il faille imposer à chacun des idées religieuses. Je dis simplement que nous avons aussi l'obligation personnelle de nous croire comme les héritiers d'un tout. Et ça m'amène, et je finirai là-dessus, par dénoncer ce que certaines mairies sont en train de faire, qui, peut-être en avez-vous parlé ces derniers jours, qui interdisent des spectacles sur l'histoire de France. Oui. Je pense à ce que, ce que Dimitri Casali a fait. Et c'est Perico va le recevoir à midi. Donc très bien, la vindicte à laquelle il est l'objet. C'est la même chose. Donc, protégeons nos héritages, c'est le meilleur moyen de préparer notre avenir. Alexis, d'accord, pas d'accord ? Sur l'histoire du marché de Noël assimilé à des fêtes promues par le régime nazi, c'est évidemment, je pense, un procès ridicule, et ça n'a pas de sens, même, c'est un contresens historique. Mais pour faire des guerres culturelles, Gilles, il faut être deux. Il faut être deux. Des fois plus, d'ailleurs. Et des deux côtés, il y a de l'outrance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'outrance chez des maires qui veulent, par exemple, absolument installer une crèche au cœur de leur mairie. Non, mais c'est important de le redire. C'est le contexte. C'est le contexte des guerres culturelles. Si on dit les guerres culturelles, il faut prendre aussi des exemples, plus banaux, qui sont banalisés, quoi, que les gens essayent de banaliser. Il y a des maires. Moi, il y a des gens dans ma commune qui me disent il n'y a pas de crèche à la mairie. Je leur réponds, je dis non, mais il y en a une à l'église. Oui. Et ça ne me dérange pas. Mais il n'y en a pas chez moi non plus. Moi, je vais vous dire, ça ne me dérange pas. Non, mais si on défend la laïcité, je pense qu'il y a des gens qui instrumentalisent ces guerres culturelles des deux côtés. Mais qu'est-ce que tu penses d'une mairie qui gomme le mot de Noël ? C'est ça le sujet. Je pense qu'il y a des gens qui veulent absolument mettre une crèche dans la mairie pour envoyer un message politique. Il y a eu d'ailleurs un arrêt du Conseil d'État. Enfin, ça contrevient à la laïcité. À l'inverse, il peut y avoir des gens qui, pour des raisons qui, en ce qui me concerne, m'échappent dans ma commune, parce qu'objectivement, tout le monde fête Noël de manière assez, œcuménique. Voilà, quel que soit, il y a peut-être des minorités, mais globalement, tout le monde va au marché de Noël. Il y a un marché de Noël dans ma commune. Qui s'appelle marché de Noël. Qui s'appelle marché de Noël. Bon. On a décoré la ville. Mais il y a quand même des gens qui nous attaquent, parce que le maire est écologiste. Donc, s'il manque un sapin dans une rue, vous aimez pas Noël. Et plusieurs personnes m'ont dit, elle est où la crèche ? Donc il y a quand même un contexte qui effectivement suspecte un petit peu certaines mairies, même quand elles font les choses correctement. Et à l'inverse, il y a des mairies aussi qui vont dans la provocation. Bon, Pascal, rapidement, votre coup de gueule, très rapidement. C'était sur les voyages de Dany Hidalgo. Très rapidement, voilà. Mais qui a dépensé 65 000 € cette année dans un contexte pour rien. Voilà. Pour rien, parce qu'il faut rappeler qu'elle n'a même pas été élue à la tête du HCR, du Haut Comité des réfugiés. Pas encore, parce qu'il va y avoir un deuxième tour et un autre poste normalement qui va se libérer
pour Anne Hidalgo. Oui. Mais elle a dépensé 65 000 euros sur l'argent dans un des Parisiens. contexte qu'on connaît. Et moi, mon coup de gueule, c'était auprès de Donald Trump, qui peut quelquefois faire des choses très très bonnes et quelquefois dire n'importe quoi et raconter n'importe quoi, notamment sur l'Arc de Triomphe qu'il veut faire construire à Washington, qu'il faut qu'il soit beaucoup plus grand que celui de la France, parce que les Français et les Européens n'ont que l'histoire de positif et rien d'autre. Voilà. C'est ce qu'il a tenu comme propos hier. On voit pas le rapport, mais ça dit aussi beaucoup de choses de la relation des États-Unis avec l'Europe dans les années qui viennent. Il faudrait qu'on se réveille, je pense, à un moment donné. Merci à tous les quatre. C'est un débat intéressant et passionnant. Et dans un instant, alors là, je vous ramène à des temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On va recevoir Martine Chancel pour parler du Grand Échiquier à l'occasion de la parution d'un livre absolument remarquable qui reproduit, alors là, Pascal, vous verriez les conducteurs de Jacques Chancel écrits à la main, les prompteurs, vous savez, le prompteur, ce sont les textes qui s'affichent. Et bien là, les prompteurs étaient faits à la main. Tous les textes étaient écrits à la main. C'est à suivre dans l'émission Média. À tout de suite.